Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Institut de la ville et du développement, IVD. Sciences humaines et sociales. Dirigé par Béatrice Müller. Cette collection est créée pour donner la parole aux acteurs et intervenants des politiques publiques et sociales. Elle s'appuie sur un réseau de chercheurs et professionnels du domaine socio-économique et sanitaire et social. L'IVD partant d'une définition très large de la ville, comme champ d'appréciation des rapports sociaux et des relations sociales de l'action publique et sociale, il se fixe par cette collection 3 objectifs. Flèche vers la droite, créer un espace de diffusion des manifestations, colloques, journées d'études thématiques, conférences débats, contributions pluridisciplinaires, publications où se répondent savoir et savoir-faire. Flèche vers la droite, valoriser des travaux de recherche d'étudiants de Master 2 et thèse sur des problèmes actuels. Cette production se centrera sur l'articulation entre un travail théorique et empirique. Flèche vers la droite, favoriser une dynamique. L'objectif de cette collection Institut de la ville et du développement est de proposer un espace de diffusion de travaux, de réflexion, de recherche ouvert aux chercheurs, aux professionnels et aux acteurs des politiques publiques et sociales travaillant et réfléchissant sur ce qui est et où défait le tissu urbain. Paru dans la même collection. Action publique, action sociale. Les questionnements des politiques, des chercheurs et des professionnels, sous la direction de Béatrice Müller, 2010. La dimension culturelle du DEVELOPPEMENT. Dynamique de valorisation et de dévalorisation des territoires urbains, sous la direction de Abdul-Ahmed Bari et Jean-Louis Entelin, 2011. La fabrique des assistes. L'action sociale et médico-sociale dans la modernité, Lionel Boutet-Sivaleri, 2012. Présentation des auteurs. Un institution, système de protection sociale, une approche comparative. Barbier Jean-Claude, Université Paris 1, C. Boger Johan, EHESS, Centre Maurice Halbwachs, équipe de recherche sur les inégalités sociales, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. LEFRANCOIS Claire, l'Université Lille 3 Serriès. 2SA, pauvreté, individualisation. Des protections sociales à l'individualisation des protections. Bresson Maryse, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Laboratoire Printemps. Béguin Hélène, Laburba, Université Paris-Est. Bertrand Louis, Serriès, Université Lille 3. Colomb Fabrice, Université d'Évry-Val d'Essonne, Centre Pierre-Naville. MICHALOT Thierry, Université Lumière, Lyon 2. Arignon Mehdi, IEP de Grenoble, Pacte CNRS. 3 Recomposition des solidarités à l'échelle des territoires. Müller Béatrice, Centre Pierre-Naville UEVE, École supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg. Page Alexandre, Certop Université Franche-Comté. 4 Perspectives des systèmes de solidarité. Vranken Didier, Université de Liège, Centre de recherche et d'intervention sociologique. Messu Michel, Université de Nantes, GEPECS Université Paris Descartes. Introduction. Depuis 2008, la plupart des pays industrialisés sont entrés dans une crise financière, puis économique, qui s'est finalement traduite par une crise sociale et politique à l'échelon européen et dans un certain nombre de pays membres de l'Union européenne. Cette situation ne cesse de s'aggraver depuis la première conception des textes de cet ouvrage. Dans ce contexte, les évocations de la solidarité, au niveau des familles, des États-nations et même de l'échelon européen ont naturellement repris de la vigueur, alors même que le néolibéralisme gestionnaire ambiant avait semblé reléguer la solidarité au second plan. Pourtant, les systèmes de protection sociale n'ont pas été les principaux bénéficiaires des plans de relance. Aux États-Unis, l'assurance santé, pour révolutionnaire qu'elle est apparue à son lancement par l'administration Obama, n'est toujours pas passée dans les faits, en raison d'oppositions nombreuses et malgré la décision favorable de la Cour suprême en juin 2012. Si, dans la plupart des pays, des dispositions ont été prises pour renforcer la protection sociale lors de la première phase de la crise, cette situation est désormais révolue. L'heure est venue à la mise en place de plans d'austérité. D'ailleurs, l'Europe sociale est, pour le moins, marginalisée et les réformes des systèmes de protection sociale se poursuivent dans le sens d'une régression.
En France, le modèle social français est souvent présenté comme un rempart qui a évité une dégradation plus profonde des conditions de vie de la population, mais d'un autre côté il est considéré comme une source de rigidité et un obstacle pour profiter de la reprise mondiale, à supposer qu'elle survienne. Les réformes programmées sont donc appréciées comme inévitables face au diagnostic de crise. L'heure est à la régression de la générosité, avec la domination sans partage des politiques macroéconomiques et la marginalisation de la stratégie dite UE 2020, dont personne à ce jour n'a constaté le moindre progrès ou résultat. Pire, la conception se répand dans les forums internationaux des économistes et des politistes, que la protection sociale serait un projet du passé, trop généreux pour les conditions d'aujourd'hui, qui la rendrait insoutenable économiquement et politiquement. Le présent ouvrage interroge les liens entre les diverses approches de la crise et les réalités des solidarités, de la protection sociale et des politiques sociales. Cette articulation pose la question de l'efficacité des solidarités collectives qui ressortissent aux systèmes existants, pour pallier les difficultés des individus et des groupes face aux conséquences économiques, à la montée des précarités et de la pauvreté. Il est vrai que, face aux aléas économiques et plus largement, face aux pressions et aux transformations sociales contemporaines, ces systèmes sont eux aussi confrontés à de multiples défis qui remettent en cause l'efficacité et la légitimité des réponses qu'ils ont prétendu apporter depuis une trentaine d'années. Dans ce contexte, il est exclu de penser l'État-providence en dehors de cette crise. Rappelons-nous, le rapport de l'OCDE intitulé La crise de l'État protecteur et l'ouvrage de Perrozan-Vallon, La crise de l'État-providence. L'État, qu'il soit protecteur, social ou providence, n'a pas pour autant disparu ni épuisé ses ressources d'efficacité et de légitimité, même dans les pays censés être les plus individualistes et les plus hostiles à l'intervention de l'État, nous pensons aux États-Unis et au Royaume-Uni. Francis Castles, dans son ouvrage de 2004, montrait bien que cette crise de l'État-providence était toute relative. Il n'en reste pas moins que si l'on raisonne selon une perspective historique longue et comparative, un décalage apparaît entre des défis en apparence semblables à l'échelle mondiale et des systèmes différents de protection sociale, produits de compromis institutionnels et politiques à l'échelle nationale, qui ne réagissent pas de la même manière aux pressions communes. Dans cette période de récession, face aux transformations structurelles de la démographie, de l'emploi, les réponses des solidarités publiques sont-elles efficaces ? Les systèmes de protection sociale sont-ils préparés à affronter les défis des crises de la société post-industrielle ? Ou ne sont-ils pas au contraire des obstacles à l'adaptation à la mondialisation et l'exigence de compétitivité généralisée ? Poser ces questions n'invite pas à raisonner en termes utilitaristes ni à se limiter à une perspective étroite et instrumentale, d'efficacité, au sens des questions restreintes posées par l'évaluation des politiques publiques. Il faut alors emprunter un autre point de vue, celui d'une analyse sociologique compréhensive. Cette orientation de travail ouvre au moins sur 3 grandes questions. La première porte sur les effets, sur la cohésion sociale et les parcours individuels, des politiques de modernisation de la protection sociale, l'activation des minima sociaux, ou encore les injonctions à l'autonomie et à l'accompagnement individualisé des destinataires par des travailleurs sociaux. La seconde dépasse ces conséquences pour aborder l'efficacité globale de ces systèmes, ce qui renvoie à leur légitimité, notamment aux répercussions en termes de redistribution, de justice sociale, de cohésion sociale et de contribution à la production de solidarité. La relation entre crise et solidarité peut enfin être analysée à partir de leur influence sur les mutations plus larges des politiques et des systèmes, laquelle offre une variété de déclinaisons. En effet, elle s'interroge sur les transformations des référentiels de ces politiques, la manière de poser les problèmes ou les difficultés de financement de la protection sociale. Elle considère les tendances d'une réduction des protections, ou au contraire sur les formes de relégitimation des politiques sociales, pour atténuer l'effet des crises. Cette direction de travail ouvre sur d'autres questions encore. Par exemple, les crises ont-elles tendance à accentuer la mise en place d'une protection sociale à 2 vitesses, ou à développer son éclatement et sa fragmentation, voire ont-elles favorisé une remise en cause globale sous la forme de renversement de la dette sociale,
au sens où c'est d'abord à l'individu de manifester son adhésion à la société et non à la société d'assurer sa protection? Cette référence à la dette sociale, terme emprunté notamment au solidarisme de Léon Bourgeois, invite à souligner en particulier le rôle des solidarités intergénérationnelles, lesquelles ne sont pas seulement organisées par les institutions publiques. En effet, si dans cet ouvrage, les solidarités sont principalement considérées en tant que publiques, politiques sociales, la thématique des solidarités privées est nécessairement aussi présente. Y a-t-il par exemple substitution ou complémentarité des différents types de solidarité familiale, intergénérationnelle? Les réformes engagées encouragent-elles l'une ou l'autre de ces orientations? Comment appréhender les nouvelles solidarités sur des territoires, notamment les réponses apportées à la crise des régulations sectorielles et à la généralisation de politiques transversales contractualisées? Toutes ces pistes de réflexion ouvrent un large champ, certes, mais qui s'appuie sur une idée selon laquelle la protection sociale est à la fois une réponse aux crises et une forme de solidarité elle-même en crise. Cet ouvrage se propose de mettre en relation des éléments tant de restructuration que de déstructuration qui émergent et préfigurent peut-être des changements de modèle pour les institutions et les acteurs du social, au travers de recomposition de l'articulation des solidarités publiques et privées sur les territoires, aux différentes échelles transnationales, nationales et locales. La première partie sera consacrée à une mise en perspective des institutions, des systèmes de protection sociale à l'échelle européenne, ou en comparant plusieurs pays, avec 3 analyses. Dans le premier chapitre, Jean-Claude Barbier pose la question des frontières de la solidarité dans l'Union européenne, UE 1.1. Il souligne que les décisions concernant le règlement des immenses dégâts de la crise économique incombent en réalité aux dirigeants et aux élites nationales, alors que les populations ne peuvent véritablement faire entendre leurs prétentions légitimes à bénéficier de ces protections que dans le cadre des frontières nationales ou à une échelle plus locale. De fait, la solidarité se base sur des liens et sur des frontières politiques, ce qui implique qu'il faudrait, selon cet auteur, pour qu'existe une solidarité substantielle au sein de l'Union entre les individus et les peuples, des politiques culturelles et linguistiques européennes qui préparent la construction d'échanges culturels. Ces derniers sont aujourd'hui si superficiels qu'ils interdisent la construction d'un ethos européen de solidarité. Passant en revue les formes de solidarité mises en place depuis les débuts de la crise, il en montre le caractère marginal et signale qu'en même temps, jamais dans l'histoire des presque 60 ans de l'UE, la pression à plus de fédéralisme n'a été plus grande. Johan Boget, quant à lui, interroge les effets de la crise sur les systèmes de protection sociale du point de vue des convergences et des divergences des dispositifs de lutte contre la pauvreté en France et en Allemagne. Face à la crise, il montre que les réformes dans ces 2 pays, en dépit d'une rationalité axiologique similaire qui les inspire, sont mises en œuvre avec des techniques distinctes qui, au contraire, approfondissent la différenciation des systèmes de protection sociale. 1.2. Face à un autre enjeu, Claire Lefrançois nous propose une perspective comparative de l'emploi des actifs les plus âgés en France et au Royaume-Uni. Dans un contexte qui croise crise conjoncturelle, défis structurels et incitation de l'Europe à relever les taux d'emploi des 55 à 64 ans, l'auteur met en évidence comment, par exemple, la France fait moins appel à des prestataires et à un ciblage relativement lâche alors qu'au Royaume-Uni, les financeurs multiplient les critères pour sélectionner les chômeurs qui font partie des programmes. 1.3. La deuxième partie de l'ouvrage interroge l'articulation des crises et des réformes dites d'individualisation des politiques sociales. Maryse Bresson en souligne les paradoxes et l'ambiguïté de ce mot d'ordre qui se présente comme une adaptation au mouvement général d'individualisation des sociétés et comme une réponse à la crise du lien social. Elle montre néanmoins qu'il s'impose plutôt comme une réponse politique et pragmatique à la crise de légitimité des États-providence, notamment au double reproche de favoriser l'assistanat et de ne pas être assez proche des individus. Par ailleurs, cette orientation contribue à rendre incertaine la mission de la protection sociale et son articulation avec les autres intégrateurs. 2.1. Hélène Béguin et Louis Bertrand nous proposent une lecture critique de l'individualisation des politiques sociales du logement et du handicap. Ces auteurs soulignent certains apports positifs de l'individualisation, notamment dans la relation entre demandeurs et institutions, comme la négociation, l'écoute, l'adaptation de la réponse institutionnelle, etc.,
mais aussi un manque de moyens dans un contexte de crise. Leur questionnement porte sur le processus d'individualisation des politiques sociales, en particulier celui qui serait porteur d'une transformation des rapports entre les institutions et les individus. 2.2. Thierry Michalot, avec une approche en sciences de l'éducation appuyée sur la psychologie, se demande comment la solidarité se met en place à l'égard des personnes sans domicile en CHRS dans une période de crise économique, de baisse de budget. Conformément aux méthodes de sa discipline, il recourt à l'expérimentation plutôt qu'à l'entretien sociologique, aboutissant ainsi à des hypothèses concernant la formation, au moment de l'admission des personnes, d'une préférence donnée par les travailleurs sociaux aux critères de motivation, de la volonté qui laisse augurer que ces préférences ont un effet sur les refus de l'admission à un CHRS, fondé sur la responsabilité individuelle des demandeurs. L'hypothèse vraisemblable reste à confirmer par L'. Enquête sociologique 2.3. La troisième partie est consacrée à l'analyse de deux politiques qui manifestent une évolution du référentiel des politiques sociales et de l'emploi, à travers la construction de programmes fondés sur l'hypothèse de l'incitation des destinataires de ces politiques. Mehdi Arignon analyse un dispositif majeur de l'individualisation, le revenu de solidarité active. Il met en évidence la façon dont le discours des crises, de l'État-providence, de l'économie, est utilisé par les pouvoirs publics pour justifier d'abord la mise en place, mais aussi l'échec du dispositif pour enfin aborder la nécessité de le réformer. 3.1. Fabrice Colomb propose d'examiner les représentations qui sous-tendent la formulation de la prime pour l'emploi, PPE. Pour cet auteur, cette prime n'est pas construite comme une innovation cognitive et normative récente, mais s'inscrit au contraire dans une continuité engagée depuis une dizaine d'années. Cette mesure place le bénéficiaire dans une situation où il est considéré comme un individu responsable sur le marché du travail. Pour lui, cette construction de la PPE constitue un glissement des politiques de l'emploi, passant d'une défense d'un statut ou d'une proposition d'une occupation à la mise en activité. 3.2. Dans la quatrième partie de l'ouvrage, la question des solidarités à l'épreuve des crises enfin est vue sous l'angle des recompositions de solidarité territoriale. Béatrice Müller rappelle que la crise désigne une période momentanée, transitoire, or, la stabilité tarde. Mais, parmi les solutions inventées pour répondre aux dysfonctionnements, les pouvoirs publics mettent en œuvre des niveaux intermédiaires de reconstitution des liens sociaux sur les territoires, et la médiation se veut d'une réponse parmi d'autres à la crise. Elle se présente notamment sous une variété de formes qui peut être vue comme un appareillage de frontières dressées entre les groupes sociaux. Ces frontières sont alors pensées par cet auteur en termes de segmentation de l'espace social que les médiateurs vont devoir atténuer tout en respectant les différences qui s'expriment sur ces territoires. 4.1. Le cas du monde rural français est traité par Alexandre Pagès, qui souligne ces dynamiques territoriales. Les zones rurales sont confrontées à des problèmes particuliers et épineux à gérer, comme la moindre présence des professionnels de santé ou encore le sentiment d'isolement. Pourtant, l'auteur observe une variabilité des réponses apportées d'un territoire à l'autre. Dans un contexte de recul de la présence des administrations et de l'État, cette variabilité cependant dépend moins des difficultés de chaque espace que des projets qui sont menés. 4.2. Dans la cinquième partie enfin, la question des restructurations en cours des systèmes sociaux est posée sous l'angle de la transition vers un nouveau modèle social, ce que Didier Vrancken, 5.1, discutant avec Michel Messu appelle un nouvel ordre protectionnel. Le diagnostic de crise de la protection sociale peut-il alors être remis en cause et simultanément, la nouvelle réponse apportée peut-elle constituer une vraie réponse aux crises ? C'est cette double question qui se trouve alors, reposée, en écho au premier chapitre de l'ouvrage. L'observation est qu'il n'y a pas déclin des politiques sociales protectionnelles, et que la protection garde pour l'instant du moins un ancrage foncièrement national. 5.2. Maryse Bresson, Béatrice Müller, Jean-Claude Barbier. Un institution, système de protection sociale, une approche comparative. 1.1. Les frontières de la solidarité dans l'Union européenne. Jean-Claude Barbier. Au moment où l'Union européenne est entrée dans la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements des États membres cherchent à tirer leur épingle du jeu,
à agir afin de persuader leur population du fait qu'ils s'occupent d'elle et des problèmes majeurs de l'économie. Alors que jamais dans l'histoire humaine sans doute, les interdépendances de toutes sortes n'ont été plus variées et multiples, la solidarité cependant est restée à des niveaux bien plus restreints, national, régional, local, voire familial. C'est de ce fait, trop souvent oublié, que nous cherchons à rendre compte ici. Contrairement à l'idée, à vrai dire de moins en moins répandue depuis 2008 et la crise financière qui devait vite se transformer en crise politique, les États-nations et les systèmes de protection sociale ne sont pas des choses du passé. Récemment, le célèbre économiste de Harvard, Dani Rodrik, soulignait dans le journal portugais Periódico que nous assistions en Europe à une renaissance de l'État-nation. Depuis plus de 50 ans qu'elle existe, K1KA, ce qu'on appelle en France l'Europe sociale, n'a pas avancé à un rythme très rapide bien que ses acquis soient indéniables, Barbier 2008 et 2012. Plus, ces acquis eux-mêmes sont ambigus, et l'on peut considérer le droit de l'Union européenne de ce point de vue comme un dieu à visage de Janus, Barbier et Colomb, 2012. Il s'ensuit que ce qui est sérieux, sonnant et trébuchant, opératoire et efficace, en matière de solidarité ne se trouve pas au niveau supranational, mais pour l'essentiel au niveau national, avec des variations entre le national et le régional pour les États fédéraux. Ce qui a surtout été renforcé au niveau supranational, ce sont les droits individuels, mais pas les droits collectifs à la protection sociale, ou les droits qui s'exercent collectivement comme le droit de grève ou de se syndiquer. Il y a de nombreuses raisons pour expliquer cette réalité qui est tout entière contraire à la théorie des partisans du post-national, ceux qui, en anglais international, se présentent comme des citoyens du monde, des émules de Kant et des cosmopolitans. Les thèses cosmopolitistes ont été démenties par l'effet de la crise. Dans le domaine de la protection sociale, leur erreur est de minimiser les capacités de résilience des systèmes nationaux. Réel de 2002, pages 8 à 9, par exemple, considérait en 2002 qu'ils n'étaient plus en mesure de procurer cette protection, alors que la crise montre 10 ans plus tard au contraire que sans ces systèmes restés nationaux, la catastrophe provoquée serait infiniment plus grande. Hubeck et son collègue Grant 2004, pour leur part, préconisent de façon totalement irréaliste, selon toutes les apparences empiriques, l'usage du référendum pour la légitimation de l'Empire et une réforme des retraites au plan de l'Union. En négligeant les contraintes de la réalité des nations sociologiques, ces auteurs commettent l'erreur des élites déterritorialisées, que Sekaloun, 2002, a raillé, en les qualifiant de frequent flyers. Ils minimisent le rôle des nations sociologiques pour des raisons purement idéologiques, pour l'essentiel étrangères à la sociologie, parce qu'ils entendent combattre le nationalisme. Ils prennent leur désir de citoyens du monde, pour des réalités. Mais les faits leur ont donné tort. Les raisons que nous explorons ici tiennent à ce qu'on pourrait appeler les frontières de la solidarité. Nous ne prétendons pas qu'elles soient les seules Barbier 2012, mais elles sont fondamentales et se sont manifestées avec éclat depuis les premiers stades de la crise, se renforçant lors de toutes les étapes pénibles pour les couches les plus pauvres du peuple grec, de ce qui a été appelé la crise grecque. La solidarité est à la fois encastrée dans des situations marquées par le territoire, l'histoire et la langue, se basant ainsi sur des liens, et sur des frontières qui sont cruciales pour l'exercice même de la politique, la nationalité, la réciprocité, l'identification des personnes. Or, la politique en Europe passe par l'usage, on l'oublie trop souvent, notamment quand on devient prisonnier des forums de politique européenne où tout le monde parle un anglais sans substance, sans style, sans histoire et sans humour autre que stéréotypé, d'une diversité de langues, et il n'y a pas d'alternative crédible pour le futur prévisible à cette situation. Que l'anglais soit devenu la langue véhiculaire, la lingua franca, et pratiquement la seule langue des forums scientifiques européens ne change rien à l'affaire, malgré les espoirs cauchemardesques de sa généralisation, Van Pares, 2011. On ne fera pas de la politique en Allemagne autrement qu'en allemand, en Pologne autrement qu'en polonais, etc. Et l'étendue de la solidarité en restera limitée. Il ne s'agit pas ici, contrairement aux cosmopolitans, de prendre fait et cause pour la solidarité internationale, supranationale ou nationale et infranationale. Il s'agit simplement de constater un fait empirique de la démocratie telle qu'elle existe.
Qu'il le regrette ou non en tant que citoyen n'a aucune importance pour un sociologue de l'intégration européenne fidèle au canon de sa profession. Dans le même temps, la politisation des choses européennes et des thèmes de politique publique ne cesse de croître. Bien loin de s'exclure, les deux mouvements vont de pair, un peu comme l'existence des nations, comme l'avaient remarqué depuis longtemps J. Meyer et al. 1997, dépendait fortement de leur reconnaissance entre elles. Voilà pourquoi comprendre la solidarité en Europe nécessite de tenir ensemble les deux bouts, le national et le supranational. Il est d'autant plus intéressant de poser cette question, en 2012, à un moment où jamais les milieux dirigeants de l'Union n'ont été plus poussés vers l'intégration et plus de fédéralisation, alors qu'ils y ont traditionnellement résisté, ce qui est expliqué classiquement, en sciences politiques, par la défense de leurs intérêts corporatistes et nationaux. Ce qui s'est passé dans l'Union, avec tant de difficultés renouvelées depuis les débuts de la crise à la fin 2007, n'est autre qu'une illustration d'une contradiction majeure pour laquelle, tant qu'elles ne poseront pas ouvertement la question du rapprochement des cultures politiques, Barbier 2008, les élites n'ont pas la solution. À savoir, les événements et les interdépendances économiques poussent toujours plus dans le sens de la mutualisation, de la mise en commun de thèmes et domaines de politique pour lesquels le niveau national perd de son efficacité, mais dans le même temps, les conditions sociopolitiques ne sont pas réunies pour une légitimation du supranational. Précisément, les peuples et leur démocratie sont restés au niveau national, et cela surtout pour les questions de solidarité. Les retraites, l'assurance maladie, les politiques familiales, les systèmes d'assistance, et last but not least, les politiques d'éducation et les politiques culturelles. Pour éclairer ces questions, nous commencerons par préciser la conception de la solidarité qu'on retiendra ici. Ensuite, nous expliquerons plus en détail les motifs sociaux de la solidarité, ses bases sociales. Ceci nous permettra de conclure sur l'importance, mésestimée, des cultures politiques dans l'existence en Europe des systèmes de protection sociale, une importance qui ne va pas disparaître, même avec la crise que certains milieux espèrent, à l'évidence, utiliser pour déstabiliser ou à tout le moins délégitimer les systèmes nationaux de protection sociale. La solidarité selon plusieurs points de vue. Nous sommes, soulignons-le, entrés dans une période où le mot de solidarité figure de façon prééminente dans le discours des commissaires européens et dans celui du premier d'entre eux, expert en communication politique, la rhétorique moderne, JMD Barroso. Le président de la Commission utilise le mot « solidarité », de plus en plus depuis les débuts de la crise, mais le mot n'est pas dans le vocabulaire ordinaire du grand marché. Comme on le verra d'ailleurs, c'est précisément ce qui échappe à ce grand marché qui est qualifié en droit de l'Union de solidarité. Autour des questions de constitution et d'alimentation de fonds financiers destinés à prévenir les problèmes de l'euro et des dettes souveraines, le tout venant de la vie politique entre 2010 et maintenant a été le fossé entre les solidarités traditionnelles, organisées au plan national et infranational, et la base minimale de solidarité qui devait se former pour construire des mécanismes de mutualisation. En l'absence d'un espace européen de discussion, de ce que le philosophe Jürgen Habermas 1974 a théorisé comme Öffentlichkeit, la sphère publique, les débats politiques autour de ces questions sont restés extrêmement fragmentés, séparés, chacun dans sa langue. Prenons seulement l'exemple de l'Allemagne et de la France en 2011. Dans le premier pays, le terme transfert-union est devenu une forme de menace brandie par les ennemis d'un Wirtschaftsregierung, c'est-à-dire un gouvernement économique, menaçant le budget allemand et ses contribuables. À la rigueur, on veut bien accepter la nécessité d'une Wirtschaftssteuerung, une forme de gouvernance économique, mais pas pour que l'Allemagne soit amenée à payer les dettes des autres. Par contraste, en France, la majorité de la presse est longtemps restée majoritairement en faveur de la solidarité, ainsi que la majorité de l'opinion, qui devait se retourner plus tard pour se rapprocher de l'opinion allemande. La situation n'était pas différente en Italie au début 2011. En France, le président de la République rentrait de tous ses conciliabules avec la chancelière allemande en annonçant aux Français que le gouvernement économique se mettait en place entre l'Allemagne et la France, Barbier 2010. Il faut donc être plus précis sur le terme solidarité, et ne pas se borner à traiter de la variante qui circule entre les communicateurs politiques, ceux qu'on désigne outre-Manche comme des spin doctors.
Nous n'avons pas l'intention ici de revenir sur la longue et complexe histoire du concept de solidarité en Europe, si différente entre les traditions nationales politiques et les traditions sociologiques du XIXe et du XXe siècle. Il sera plus simple de prendre la solidarité en tant que principe socio-économique, c'est-à-dire la capacité concrète des sociétés de partager des ressources, des impôts, des prestations et des services entre les citoyens et les individus, en tant qu'ils sont membres d'une communauté. Les formes de ces communautés sont multiples, qui correspondent à de multiples formes de solidarité, nationale, régionale, locale, communautaire, familiale. Il n'y a pas, dans la réalité, de solidarité supranationale en matière de partage de ressources ou de dons, sauf, ce qui n'est pas négligeable, dans les mouvements spontanés de solidarité qui sont déclenchés lors de catastrophes climatiques ou autres, qui provoquent l'afflux de dons des particuliers pour venir en aide à des populations par exemple sinistrées ou pour des causes internationales, comme la lutte contre la faim. En dehors de ce cas, on distinguera ici entre 4 sens de la notion de solidarité. La solidarité entre États, la redistribution financière au niveau de l'Union européenne, la solidarité entre les membres d'une communauté, et enfin la solidarité au sens du droit de l'Union européenne. Solidarité entre États. La solidarité entre États est certainement d'une nature différente de celle qui peut exister entre des individus. Elle résulte de la coopération entre des gouvernements qui mettent en commun, pour des raisons d'intérêt partagé, des échanges de bons procédés. Cela peut donner lieu évidemment, mais pas automatiquement, à des transferts financiers. Dans ce cas, dans un régime quasi-fédéral comme l'Union européenne, qu'on appelle aussi consociation, selon l'expression popularisée par Ali Giffard, le transfert de fonds doit obtenir l'accord des électeurs concernés par les transferts, et il s'agit d'un point essentiel de notre analyse sur lequel nous allons revenir. Prenons l'exemple du président J.M. Barroso. Pendant la prétendue crise grecque, en 2010, il déclara au Financial Times « There is no stability without solidarity and no solidarity without stability ». Cette forme de solidarité entre États, lors des premières étapes de ce qui fut rhétoriquement désigné comme le sauvetage de la Grèce, puis ensuite de l'Irlande, n'était pas censée avoir des répercussions sur les dépenses nationales dans les budgets. Les fonds étaient prêtés et rapportaient des intérêts. Mais, à partir de juillet 2011, les choses changèrent lors de l'accord conclu sur le principe de la création d'un nouveau mécanisme financier, qui devait ensuite donner lieu à la signature du texte mettant en place le mécanisme européen de stabilité décembre 2011, par l'intermédiaire d'un traité qui reste à ratifier et rentrera en vigueur selon son texte dès que 12 membres l'auront ratifié. À partir de ce moment, les États membres signataires sont tenus d'effectuer des versements en capital étalés dans le temps, mais qui sont prélevés sur le budget. La solidarité n'est donc plus seulement une solidarité entre États. Elle organise une nouvelle forme de redistribution financière de fait entre citoyens, et l'événement donne lieu, dans les divers pays de l'Union, à des débats nationaux bien différents, dont l'archétype est l'opposition entre les opinions publiques grecques et allemandes. La redistribution financière au sein de l'Union. Il est connu de tous que le budget de l'Union est minuscule, quand on le compare à celui des États membres. C'est une limite drastique à toute solidarité au sens où nous l'entendons ici. Les membres de l'Union dépensent entre un tiers et la moitié de leur PIB pour la protection sociale au sens élargi, en incluant l'éducation et l'environnement, Barbier 2012, et avec la limite imposée par eux de 1% du PIB agrégé, on ne va pas bien loin, c'est une mesure réaliste de la solidarité existante. Sur ce 1% d'ailleurs, 80% se divisent à peu près à parts égales entre les fonds structurels et la politique agricole commune, PAC. Cette dernière reste, malgré ses réformes récentes, encore une politique sociale pour les agriculteurs qui est beaucoup critiquée. Les autres 40% du budget européen, donc 0,4% du PIB agrégé, ont effectivement un but de solidarité, principalement entre régions riches et pauvres. Il y a évidemment aussi la solidarité rhétorique. Alors que les Irlandais étaient invités à voter à nouveau par référendum sur le traité dit de Lisbonne, en octobre 2009, le président Barroso fit une soudaine visite à la petite ville de Limerick en Irlande, non pas pour ses poèmes bien connus,
mais pour annoncer une aide spéciale aux travailleurs licenciés du lieu, dans l'informatique, et il déclara « Solidarity is one of the defining hallmarks of the EU. We all know that Ireland has benefited hugely from its 37 years of EU membership. To the envy of many, Ireland showed that it was able to take the opportunities given with both hands, and to use the good educational levels and strong creative instinct of the Irish to turn a country of emigration and low living standard into the success story that it is today. » L'aide en question venait du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, FEM. Avant les plus récentes décisions de 2011, ce dernier fonds était typique des problèmes rencontrés par toute démarche de solidarité dans l'Union européenne telle qu'elle est. Le fonds a été en effet décidé par le Conseil de l'Union en décembre 2006, et doté de 500 millions d'euros, une somme très faible, avec comme objectif de montrer la solidarité de l'Union et de fournir de l'aide aux travailleurs qui sont licenciés en raison des transformations fondamentales que connaissent les échanges internationaux. Règlement du Fonds SEC 2008 30 56 16 12 2008, page 2. 2 ans et demi plus tard, en mai 2009, en pleine crise, le fonds avait bénéficié à une poignée de salariés, moins de 15 000, ce qui correspondait à 10% de dépenses du fonds. À la fin 2011, la Commission a fait le point et malgré la crise et les restructurations qui sévissent partout, le fonds n'a toujours pas été dépensé 5 ans après. Il faut donc reconnaître que la redistribution, quand elle prend place, le fait au niveau national, voire dans certains cas minoritaires au niveau infranationaux, sans parler de l'importance de la solidarité au sein des familles. Cette situation est-elle modifiée maintenant qu'un nouveau traité, celui de Lisbonne, a été ratifié depuis 2009 et qu'il comporte des dispositions sociales, dont quelques chercheurs de sciences politiques ont dit tant de bien, Ferreira, 2009 ? Le traité, outre une clause dite sociale, son article 9 TFUE, n'a-t-il pas incorporé de fait en son sein par une référence de l'article 6 TU, la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui comporte un titre Solidarité ? Et la citoyenneté européenne y est présente depuis le traité de Maastricht. Voyons maintenant les conséquences en termes de solidarité. Solidarité et citoyenneté européenne, solidarité et droits de l'Union européenne. Il faut reconnaître que depuis l'adoption du traité, la question de la solidarité n'a pas substantiellement changé. La référence à la Charte des droits fondamentaux n'est pas fréquente dans les décisions de la Cour de justice. Et quand elle est faite, elle porte rarement des conséquences en matière de justiciabilité. Roman 2010. La longue liste des droits du titre Solidarité n'est justiciable qu'au niveau national et de manière croissante. La jurisprudence de la Cour et de son tribunal a mis en danger les systèmes de protection sociale et les services sociaux des États membres. Barbier 2012, Charpf 2010, Barbier et Colomb 2012, au bénéfice de la défense des libertés économiques. En outre, l'avis de la grande majorité des juristes tient que la référence existant désormais à l'article 6 ne va pas changer grand-chose pour les droits sociaux, au moins jusqu'à ce que l'Union soit effectivement membre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et même après ce changement attendu, beaucoup pensent aussi que l'équilibre entre les deux cours, celle de Strasbourg et celle de Luxembourg, ne va pas se modifier. En outre, sur le plan juridique, ce n'est pas de la citoyenneté européenne qu'on peut attendre de ce cours. Cette citoyenneté n'est en aucun cas une citoyenneté sociale, au sens du concept de T.H. Marshall. Elle est en quelque sorte encastrée dans la liberté de circulation des personnes. C'est pourquoi cette citoyenneté ne trouve pleinement son contenu que pour les citoyens européens qui exercent effectivement cette liberté en se déplaçant. Rodière 2008, page 195, 265. Les seuls droits sociaux qui sont mentionnés dans le droit primaire de l'Union sont les droits des migrants, article 21.3 TFUE. Cette situation peut amener à des paradoxes, comme par exemple dans le cas d'un citoyen qui n'est pas mobile, et qui se voit appliquer des dispositions nationales moins favorables que celles de la loi européenne. La seule dimension de la citoyenneté européenne qui n'est pas directement ou indirectement liée à la liberté de circulation concerne les élections au Parlement européen. Bien que cela ne soit pas un élément de la citoyenneté sociale, au sens habituel, on peut cependant lui ajouter les dispositions concernant l'interdiction de la discrimination,
articles 18 et 19 TFUE qui précèdent l'article 20 de la citoyenneté européenne. Un aspect majeur de la lutte contre la discrimination est au demeurant lié à la liberté de circulation, c'est la discrimination pour cause de nationalité, mais l'article 19 mentionne toutes les dimensions habituelles, le sexe, le genre, l'origine raciale ou ethnique, la religion et les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. De ce point de vue, en définitive, les droits accordés par le droit de l'Union ont un caractère ambigu, à double face, Barbier et Collomb, 2012. D'un côté, beaucoup inscrits dans la charte déjà citée, relèvent des droits fondamentaux, mais aussi de la liberté de circulation, qui est souvent présentée elle-même comme fondamentale par la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE. Toutes les principales dimensions de la citoyenneté européenne, sauf le droit de vote aux élections européennes, sont liées à la situation en matière de circulation, ce qui fait des citoyens mobiles, un tout petit groupe qui réside et travaille dans un autre pays que celui de son origine, des destinataires privilégiés. Une exception majeure à cette situation doit être soulignée, celle de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui, en raison de divers processus de contagion spillover non prévus à l'origine, a étendu son influence, issue du premier article 119 du traité de Rome, voir Davis et al., 1996. Enfin, il faut aussi insister sur un point qui est méconnu. En tant que critère légal, la solidarité se trouve être la raison qui permet d'échapper au principe de la concurrence et du marché non entravé. C'est pour cette caractéristique que les systèmes de protection sociale de base sont protégés du marché, depuis la double décision dite Pousse-Épistre en 1993. Ce n'est donc pas la solidarité qui est protégée par le grand marché, mais plutôt la protection sociale qui est protégée des effets de ce grand marché pour autant qu'elle est solidaire, Ferreira, 2005, Barbier 2012. Cette situation est au demeurant fragile, puisqu'elle repose sur une jurisprudence et non sur une loi européenne, dont on peut parfois craindre qu'elle soit remise en cause dans le futur. En définitive, ce n'est ni dans le minuscule budget européen, ni dans la protection des droits proprement sociaux des citoyens européens qu'on peut rechercher une solidarité positive, substantielle. Cette dernière reste située, après plus de 50 ans d'histoire des communautés européennes, au niveau national et infranational, là où les débats et les combats pour la justice sociale se passent et se dénouent, en dépit d'une rhétorique bien présente au niveau supranational. Barbier 2011. Les travaux de sciences politiques ont depuis longtemps souligné deux aspects de la situation de l'Union qui tendent à expliquer cette extension limitée de la solidarité à l'échelle européenne. Il y a d'abord l'argument bien connu de W. Strick, 1998, à propos de l'asymétrie qui oppose les capacités respectives des travailleurs et des employeurs à S'. Organisés, il y a beaucoup plus de chances de fait que les intérêts se combinent pour faire triompher des principes libéraux, que pour réunir des soutiens effectifs pour plus de social. Cette explication est évidemment renforcée par l'argument de la science politique qui considère les gouvernements comme arc-boutés sur la défense de leurs compétences au niveau national, à commencer par les compétences sociales. Mais, au-delà de ces arguments parfaitement recevables, la sociologie permet d'expliquer la situation de façon plus approfondie, comme on va le voir dans la deuxième partie. Les raisons d'une solidarité réduite au sein de l'Union. Les deux arguments précédents ne peuvent en effet faire abstraction du fait que les systèmes de protection sociale, de même que les systèmes de relations professionnelles, se sont établis dans l'histoire au plan national, et avec des segments aussi au niveau infranational dans certains domaines et dans certains pays. Ce fait ne résulte pas d'un hasard, mais du fait que les débats et conflits qui ont présidé à la construction historique de ces systèmes se sont tous inscrits dans le cadre d'institutions et de cultures politiques marquées par des communautés politiques qui en général parlaient une seule langue, et qui ont nourri en leur sein un sens de la réciprocité fondé sur une représentation, certes loin d'être homogène et non conflictuelle, d'une forme d'échange politique que les protagonistes étaient condamnés à vivre ensemble. La vie politique formelle est fondée sur cette réalité dans les pays démocratiques, dont la démocratie est partout nationale. Il ne s'agit pas ici d'ignorer que cette vie politique formelle ne représente qu'une part de la vie politique en général, bien plus complexe et diversifiée, ce qui multiplie l'essence de ce qu'on peut désigner comme culture politique, Cefaï 2001. Les événements récents de la crise économique et politique apportent, dans l'Union européenne,
de nouvelles preuves de ce phénomène. Qu'on considère par exemple le cas de la Grèce. Les citoyens grecs d'aujourd'hui sont confrontés à des mesures d'ajustement économique très contraignantes concernant retraite et salaire, imposées par les autorités financières internationales, FMI et BCE alliés à la Commission européenne. Que peuvent les citoyens grecs face à cette situation? Utiliser les élections pour changer leurs gouvernants, mais ce processus politique est interne à la Grèce, et c'est entre eux que ses concitoyens sont contraints de se répartir les conséquences. S'ils ne veulent pas voir leur retraite diminuer de 25%, que leur reste-t-il comme autre option sinon l'exil? Cet exemple, comme de nombreux autres pris dans l'actualité de la vie des pays de l'Union, illustre parfaitement le fait que pour faire transférer au niveau fédéral de l'Union des éléments de solidarité, on aura besoin d'autres cultures politiques transnationales qui permettraient de se mettre d'accord en tant que citoyens. Or, la réalité d'aujourd'hui est contrainte par le fait qu'il n'existe pas une seule langue pour parler de ces questions ensemble, l'anglais n'étant que l'apanage d'une toute petite couche de privilégiés qui peuvent s'exprimer de manière vraiment compétente dans cette langue, à part évidemment les anglophones de naissance ou de langue maternelle. C'est pourquoi toute extension nouvelle de ce qu'en France on appelle Europe sociale, me semble exiger comme préalable des politiques culturelles et linguistiques européennes et non pas simplement nationales, Barbier 2008. La protection sociale et la solidarité ne sont pas simplement des systèmes fonctionnels de programmes et de transferts pour couvrir des risques sociaux, ce sont des systèmes de relations sociales, politiques et économiques qui ont une dimension explicitement culturelle. Il s'agit de ce qu'on a pu appeler, au niveau national, de logique morale et politique, Rothstein, 1998. C'est pourquoi il y a des conditions linguistiques et culturelles à réunir pour toute extension de programme de solidarité au niveau de l'Union, Krauss, 2008. Or aujourd'hui, ces conditions ne le sont pas, comme l'ont encore très clairement illustré les développements récents des programmes d'ajustement économique, et des réformes qui sont conçues et mises en œuvre par les autorités de l'Union européenne. Pour ne prendre qu'un exemple, la Commission européenne peut bien souhaiter faire converger l'âge de la retraite dans Union vers 65, 67 ou 70 ans, mais les conditions pour que des systèmes de retraite soient légitimés démocratiquement supposent que les populations concernées se prononcent sur les frontières de leur régime de solidarité. C'est bien la question de la différence, imaginée le plus souvent, entre l'âge de la retraite chez les Grecs et celui des Allemands, qui a immédiatement provoqué des controverses sur la base de stéréotypes nationaux, dans les presses grecques et allemandes, lesquelles parlent chacune un idiome qui n'est pas connu par leurs correspondantes dans l'autre pays. Il est certain que le type de solidarité historique qui a été organisé l'a été au niveau national depuis la fin du XIXe siècle, ce qui a impliqué l'exclusion des étrangers de son champ, Barbier et Terray 2009. Cela a nécessité l'usage d'une langue nationale, ou dans les cas exceptionnels, d'un tout petit nombre de langues, Krauss 2011. Cette forme de solidarité, qui a été compatible, au demeurant, avec le maintien d'autres formes de solidarité, professionnelle, locale, familiale, etc., a toujours reposé sur un minimum de relations de confiance et de réciprocité. Personne n'ignore que ces relations ne sont pas exemptes de graves contradictions et de conflits, mais il existe au niveau national des formes institutionnelles qui permettent de les résoudre de façon publique, au moins temporairement, et de façon relativement légitime. Cela a nécessité l'établissement de conceptions relativement partagées de formes, à chaque fois spécifiques, de justice sociale, dans des communautés relativement fermées par la langue, Van Oerschow et Hall, 2008, et cela, quelle que soit leur proximité de fait dans l'espace politique européen, Barbier 2012. Ces institutions et ces conditions sociales, politiques et culturelles n'existent pas au niveau quasi-fédéral de l'Union. Nous pouvons passer en revue de façon plus détaillée les conditions sociales de cette solidarité nationale en analysant ce qui constitue, sociologiquement, la nation comme forme pertinente du politique, du démocratique et de la réciprocité. Protection sociale et nation sociologique. Identifier les caractéristiques sociologiques des nations qui font que cette forme résiste aux évolutions contemporaines est nécessaire. Cela amène à considérer de façon plus détaillée les cultures politiques qui sous-tendent les systèmes de protection sociale, systèmes qui sont au fond
les bases essentielles par l'intermédiaire desquelles la démocratie a encore une consistance contemporaine, malgré tous ses aspects oligarchiques et ses multiples déficits, au niveau national comme supranational, Schmitt, 2006. Quelles sont les caractéristiques des nations qui les rendent si résistantes en matière de protection sociale et de solidarité, y compris au travers de la crise actuelle? Il n'est pas inutile de rappeler que le concept de nation, en sociologie, est délicat à manier. Le national a une mauvaise réputation, associée inévitablement au nationalisme, moteurs historiques des guerres contemporaines. R. Brubaker, par exemple, met systématiquement le mot nation entre guillemets, car il s'agit pour lui d'une catégorie putative qui n'est ni une entité réelle ni une collectivité substantive. Nationes, un équivalent relatif de identité nationale ou du sentiment d'appartenance nationale, se réfère pour lui à un événement contingent, un contingent event or happening, 1996 page 21. C'est aussi la position plus récente du courant de recherche qui s'intitule cosmopolitan, les cosmopolitains dont on a parlé en introduction, parmi lesquels Hubeck et Eugrand, 2005, qui contestent la pertinence de la notion. Cependant, dans le monde réel qui n'est pas celui des visions normatives de ceux qui se réclament de la citoyenneté mondiale de Kant, la base empirique des sociétés européennes reste la protection sociale, laquelle est au cœur de la légitimité démocratique, Schnapper 1991 sur 321. Bien évidemment, comme nous l'avons souligné Barbier 2008, il ne faut pas pour autant postuler que la base nationale de la solidarité est automatique, et c'est toujours un objet de vérification sociologique empirique, comme l'avait déjà souligné M. Weber dans son article sur la nation. Mais Anderson a développé aussi ce point en analysant ce qu'il appelle une Imagine Community, Anderson 1983, qui tient au fait que In the mind of each life the image of their communion, Ibid, 15. Il est donc surprenant que, dans l'analyse comparée des systèmes de protection sociale, une industrie pourtant florissante, très rares soient ceux qui ont insisté sur cette clôture nationale. C'est le mérite de M. Ferreira d'avoir le premier ouvert cette ligne d'analyse en la faisant passer du statut d'implicite à celui de fait explicite, Ferreira 2005. Les systèmes qui organisent la solidarité sont relativement clos, depuis la fin du XIXe siècle, contemporain d'ailleurs de l'installation de techniques étatiques de gestion de la population nationale. Il y a à la fois l'établissement des frontières, mais aussi de liens internes de réciprocité, cimentés par l'existence de fonctions croissantes de redistribution financées par l'impôt. Ces programmes sont profondément ancrés dans le sentiment que les citoyens peuvent, au moins formellement, discuter la justice sociale des prélèvements et des prestations, et ils savent identifier qui sont les bénéficiaires et ceux qui payent plus ou moins que d'autres. La capacité de partager se construit ainsi, dans une société circonscrite, Rothstein 1998, une collectivité historique, comme dit Deschnapper, marquée par la nationalité, le sentiment d'appartenance et l'identification, sans parler de la langue et de la résidence. Plus concrètement encore, les nations sociologiques fournissent des cadres quotidiens, matériels et cognitifs, symboliques, pour que la légitimation existe, toujours fragile il est vrai, des choix de justice sociale et des actions publiques qui organisent la collecte fiscale et la redistribution des subsides étatiques, et au-delà, de la sécurité sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.